Merci pour votre intervention déjà. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la dernière partie, quand vous parliez de la hausse de la mortalité actuelle. Est-ce que d'un point de vue scientifique, aujourd'hui, on peut prédire le devenir de cette hausse, le devenir de cette courbe sur les prochaines dizaines d'années? Et quels pourraient être les facteurs déterminants du coup de cette hausse? Alors c'est très difficile de prédire ce que va devenir la santé humaine. C'est même impossible. On peut faire des scénarios, on peut alerter sur des risques, mais prédire ce qui va se passer, c'est impossible parce que ce qui va se passer dépend aussi de la façon dont on va essayer d'éviter les problèmes qui pourraient nous arriver. Et les démographes, les épidémiologistes travaillent sur des scénarios et ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Il y a des épidémiologistes ou des démographes qui pensent que la santé va continuer à s'améliorer au rythme qu'elle connaît depuis 270 ans. Il y en a d'autres qui pensent qu'on va rentrer dans une phase de stagnation ou de détérioration. Et puis il y en a aussi d'autres qui pensent qu'en fait on va être sur un mix entre les deux scénarios que je viens de dire, avec notamment des disparités entre les régions ou les pays, ou des disparités entre les différents groupes sociaux au sein d'un même pays. Et donc avec certains segments de population qui vont voir leur santé continuer à s'améliorer, qui sont évidemment les gens qui ont plus de capital social ou plus de capital économique, et puis d'autres qui vont voir leur santé se détériorer. Ce qu'on sait, c'est qu'on a déjà deux énormes risques qui sont là et qui vont nous poser des problèmes, qui sont la pollution et l'obésité. Et pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, on a d'autres risques qui sont en train progressivement de se mettre en place et qui vont aussi nous poser problème, qui sont les risques épidémiologiques liés au changement de climat et l'émergence de nouveaux pathogènes. On en a eu un échantillon pas mal avec le SARS-CoV-2, puisqu'on a un excès de mortalité mondiale sur les 2 premières années de la pandémie qui est de 18 millions de personnes. Mais on peut toujours avoir une émergence de nouveaux pathogènes plus virulents ou plus résistants à l'immunité par la vaccination, qui seraient autrement plus problématiques. Merci beaucoup. Par rapport à vos études en épidémiologie, est-ce que vous intégrez une prévention en hépatogastro-entérologie ou pas du tout? Et si vous intégrez une prévention, comment? Non, pas beaucoup, mais ce n'est pas son job. Le job de la gastro ou même le job du médecin en général, c'est de participer à un certain nombre d'actions de prévention qui sont relativement bien définies et qui d'ailleurs sont plutôt souvent de la prévention secondaire ou de la prévention tertiaire. Mais la prévention au sens le plus large, c'est quelque chose qui n'arrive pas forcément à l'hôpital ou qui n'est pas fait pour être fait dans le cabinet du médecin, mais qui se passe dans toute la société. Faire en sorte d'avoir un environnement qui soit moins toxique, c'est quelque chose qui joue à l'échelle de la société. Le médecin ne peut pas grand-chose contre ça. Pareil pour notre environnement alimentaire, qui est très problématique. C'est quelque chose sur lequel le médecin n'a pas énormément de pouvoir. Il peut faire passer des messages, il peut conseiller, il peut suivre, mais c'est un problème qui est plus large que ça et qui est dans la main des leaders politiques, pas dans la main des médecins. En tout cas, je pense. J'aurais une autre question qui est assez différente des deux précédentes, sur la hausse de la mortalité infantile dont vous parliez à la fin, à cause éventuellement de mères qui seraient en plus mauvaise santé. Moi qui pensais à titre personnel que les grossesses aujourd'hui étaient mieux encadrées, est-ce que vous pourriez développer là-dessus? Alors déjà, l'augmentation de la mortalité infantile en France depuis 2012, c'est quelque chose qui a été seulement récemment, rétrospectivement objectivé. Donc c'est une équipe française qui a montré ça, qui a publié ça, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'est pas le seul pays à connaître ça. La mortalité infantile a augmenté au Royaume-Uni dans les années 2010. On ne sait pas exactement quelles sont les causes ou quelle est la part respective de ces causes de cette hausse de mortalité infantile qui est une énorme régression. Mais on sait que très souvent, la mortalité infantile, surtout la mortalité infantile précoce, c'est-à-dire néonatale ou post-néonatale, témoigne de la mauvaise santé des mamans. Et donc, ça se fait par répercussion sur les enfants, mais le problème causal, le problème originel, c'est la mauvaise santé des mamans. On pense que le tabagisme chez les femmes ou l'obésité chez les femmes contribue beaucoup à la naissance d'enfants qui sont des enfants qui sont fragilisés, qui sont plus susceptibles d'attraper certaines maladies ou de ne pas survivre à d'autres. Et donc on pense que ça joue beaucoup. Donc la mortalité infantile est un drame en soi, mais c'est un drame qui reflète surtout un problème qui ne concerne pas que les enfants et qui concerne donc la santé de femmes qui ont entre 25 et 40 ans, c'est-à-dire des femmes d'âge moyen, voire jeunes, et c'est un problème pour toute la société. Dernière question, votre livre il portait donc sur l'histoire de la santé humaine. Est-ce que c'est une histoire qui s'applique seulement à notre monde occidental ou est-ce qu'il y a d'autres visions en fonction des cultures? Ou est-ce que c'est vraiment l'histoire de la santé humaine
à l'échelle internationale? Quand on parle de l'Occident, ça inclut l'Amérique du Nord. L'Amérique du Sud ou l'Asie, premièrement, moi je ne connais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est moins connu. C'est moins connu parce qu'il y a moins de données. Alors les données dont j'ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas toujours des données qui reviennent de l'état civil. Ça peut être des données qui ont été rétrospectivement reconstituées par des démographes à partir par exemple des sépultures ou à partir d'autres données qui ne sont pas les données directes officielles, mais qui sont des données suffisamment fiables pour produire des estimations. Pour les pays non occidentaux, je sais qu'on a moins de données et qu'on sait moins de choses. Et moi, dans les sources que j'ai parcourues quand j'ai essayé de préparer ce livre, je n'ai pas trouvé grand-chose et je ne l'ai pas traité parce que je n'aurais pas su quoi en dire.